À tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le quart d'heure focus avec Rachel où nous allons parler de la résilience avec nos expériences de vie. J'espère que vous allez bien. Coucou, ça y est, je t'envoie la demande. Rachel va arriver dans quelques secondes. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, ça y Bonsoir, est, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va vite. Bonsoir Rachel, comment vas-tu? ça va super. Bonsoir Anne-Fleur, bonsoir à tout le monde. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Est-ce Génial. que tu veux, avant qu'on commence, de se présenter comme on fait à chaque fois pour les personnes peut-être qui nous connaissent un petit peu et pour celles qui nous connaissent beaucoup, bah, vous pouvez faire autre chose en attendant. Je te laisse te présenter. Ça marche. Donc, Rachel, enchantée. Merci pour ton invitation. Ça faisait un petit moment. Compris. Et donc, je suis praticienne en psychothérapie. J'accompagne avec l'approche centrée sur la personne. J'accompagne aussi avec l'Ayurveda pour les personnes que ça intéresse. Mais voilà, donc c'est pour toutes les personnes qui souhaitent mieux se connaître, qui souhaitent dépasser les blessures du passé, être beaucoup plus présent dans sa vie au quotidien. Et donc, voilà, c'est vrai que la résilience est du coup au cœur de tous les accompagnements que je fais et certainement du tien aussi. Oui. Bah, merci pour ta présentation. Bon, moi, je me présente aussi pour les personnes peut-être qui connaissent Rachel et qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Anne Fransuré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Je reçois en thérapie individuelle, de couple et familiale et je propose aussi des téléconsultations. Je suis formée en thérapie comportementale et cognitive, en psychotraumatologie, en sophro-relaxation et j'accompagne aussi les hauts potentiels intellectuels. Alors, par rapport à la résilience, du coup, si tu veux, pour toi, en fait, le mot résilience, tu l'associes à quoi? Ça serait quoi comme définition, en fait, vraiment la plus simple que tu transmets de ton côté? Pour moi, ça serait c'est la capacité à transformer Hmm. l'énergie d'un traumatisme, parce que c'est aussi de l'énergie, un traumatisme, et de le transformer en quelque chose de créatif. Voilà, je dirais avec mes Ouais. mots, c'est comme ça. Et bon, pour la petite histoire, j'ai quand même regardé un peu la définition sur Wikipédia, Ouais. c'est simple. Et je ne savais pas, mais en fait, résilience, ça vient du mot latin resilio qui veut dire rebondir, et, transformer. Et en fait, c'était un mot qu'on utilisait avant dans la métallurgie, où c'est vraiment c'était un mot scientifique. Dans la physique, Ouais. qui parle justement de la capacité à un matériau, à un corps, à absorber une énergie d'un choc pour, pour pouvoir reprendre sa forme initiale ou une toute autre forme en tout cas. Donc c'est ensuite, plus tard, que ça a été défini comme une qualité humaine, notamment par Boris Ouais. Cyrulnik. Ouais. Ah, c'est vrai que le côté, c'est vrai que souvent, enfin moi aussi je le dis, hein, souvent c'est partir effectivement d'un traumatisme, d'une expérience désagréable, hein, et en trouver le soleil, en trouver quelque chose de positif. Forcément, quand on est en plein dedans, ben, trouver le positif c'est pas facile, mais avec le temps, on en tire toujours quelque chose de positif, comme tu me dis. Et c'est vrai que de parler de créativité c'est pas mal aussi, parce que du coup ça me fait penser à notre imagination, notre façon justement de voir les choses sous un autre angle pour trouver justement qu'est-ce que ça nous a apporté cette expérience? Alors par rapport à ça, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence pour donner un exemple? N'hésitez pas à écrire des commentaires si nos exemples vont vous parler, si vous l'avez déjà vécu, parce que je pense que ce sera sûrement des choses que vous avez dû vivre de votre côté, pour faire part justement de votre témoignage par écrit. Mm. Je peux commencer si tu veux. La première chose, la première fois où j'étais confrontée, on va dire, dans le cadre de mon exercice professionnel à la résilience, c'est quand j'accompagnais les femmes victimes de violences. C'est, Oui, voilà, c'était très fort. Évidemment, là, on parle vraiment de traumatisme, on parle oui, de résilience traumatique, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Fort heureusement, on n'a pas tous des traumatismes si forts. Mais ces femmes-là que j'ai accompagnées, elles avaient une vingtaine d'années, elles avaient subi voilà, des viols, oui, des maltraitances très très graves, physiques et morales. Et en même temps, je voyais en elles
incroyablement cette force de résilience qui, c'est-à-dire qu'elle se disait, mais non, je lâcherai pas et je vais me sortir de ça, de cette situation. Ouais. Elle se reconstruisait une vie. Bien sûr que c'était difficile, mais c'est comme si elle se disait, je vais pas être victime toute ma vie et je vais faire quelque chose de tout ça. Et beaucoup le faisaient aussi pour les générations à venir, c'est-à-dire que voilà, elle refusait de transmettre cette violence-là. Voilà, Mm. j'en ai encore des frissons quand j'en parle parce que je trouve que Ouais. bon, c'est des situations extrêmes évidemment et la résilience, c'est pas que par rapport au traumatisme, on parle aussi de résilience ordinaire dans la vie de tous les jours, on en parlera un peu après. Mais voilà, le premier exemple quand tu m'as proposé ce thème, évidemment c'est ces femmes que j'ai accompagnées et qui m'ont montré vraiment qu'est-ce que c'était que cette force de résilience. Ouais. Mm. Mais oui, c'est vrai que c'est une force intérieure et pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et aussi les enfants, ça veut dire à la fin, je veux dire, il y a un tel épuisement chez eux en fait que avec une fragilité au niveau de l'estime de soi qu'on a du mal à imaginer que il peut encore avoir suffisamment de force pour rebondir, avoir cette résilience et avoir encore de quoi se battre pour en sortir. Et c'est ça qui est, je comprends hein, ce que tu dis, d'autant plus que moi j'ai travaillé avant dans une association avant de reprendre mes études pour être psychologue où j'accompagnais justement les femmes victimes de violences conjugales. Et c'est vrai qu'effectivement, à travers tes paroles, hein, je me suis retrouvée totalement parce que je me disais mais quelle force elles ont avec tout ce qu'elles ont vécu de réussir justement à être encore battantes et de remonter la pente et de foncer en fait, d'avoir cette résilience là, c'est magnifique, c'est vraiment voilà, il n'y a Ouais, pas de mots en fait. Hein, c'est et vrai c'est vrai que que du coup, ça, je sais pas toi, et moi, ça me donnait ça me permettait de relativiser beaucoup des petites choses, des fois où on se plaint au quotidien, des choses qui sont vraiment des broutilles, mais quand on entend justement leur histoire et ce qu'elles ont vécu, on se dit, mais voilà, quoi. Des fois, on se plaint pour des choses, mais c'est pas grand chose par rapport à ce que vivent d'autres personnes. Et en plus, moi, je sais pas toi et moi, elles m'ont inspirée parce que moi, je m'inspire, je me compare pas aux autres, je m'inspire toujours. Elles m'ont inspirée parce qu'elles montrent l'exemple à suivre et c'est juste magnifique. C'est voilà, c'est ouais, 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 tout à fait. Ouais, on a cette expérience en commun alors. Ouais. ouais, ouais aussi. Petit à petit, Et, on va découvrir petit à petit au fil des quarts d'un focus des similarités. et Alors, oui, dis-moi. ce dont je rebondis juste sur ce que tu as dit, on peut se dire parfois, bah, il y a pire que moi, franchement. Ouais, Et ça, on peut dire que c'est une forme de déni, mais en même temps, c'est aussi une force dans la résilience, parce que, c'est-à-dire, j'entendais ça aussi de la part de ces femmes, bon, mais il y a pire que moi, il y a toujours pire. Et c'est ouais, comme si ça leur donnait aussi une force, tu vois. Je ne veux pas dire qu'il faut être dans le déni, mais voilà, le déni est une forme de défense, de résistance qui permet à un moment donné de quand même continuer à rester debout. Mm. tout à fait, exactement. Alors, du coup, à mon tour, à mon tour. Oui. Alors, je vais pas parler du professionnel, je vais parler du personnel, en fait. Et toujours dans l'objectif hein, que vous puissiez vous y retrouver par rapport à ça. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler. Alors, si vous voulez, moi, en amour, j'ai eu dans le passé une grosse rupture amoureuse. Et après cette rupture, j'étais comme beaucoup de personnes. Après ça, je disais des paroles du genre je n'arriverai jamais à aimer de nouveau, c'est pas possible, je ne veux plus de relations sérieuses. Bref, j'avais le discours vraiment de la personne vraiment qui était dans son deuil. Et les choses de la vie ont fait que au mois de mars, j'ai rencontré une personne et très rapidement, je suis tombée amoureuse. Donc déjà, je me suis dit bon bah ça m'arrive de tomber amoureuse de nouveau, c'est quand même plutôt bon signe. Et malheureusement, les choses de la vie ont fait que c'était pas la bonne personne parce que il y a eu une rupture amoureuse au bout de 2 mois. Donc au bout de 2 mois, j'étais de nouveau comme j'étais l'année dernière et je me suis dit bon bah voilà, j'étais de nouveau dégoûtée, j'étais avec toutes les émotions qu'on peut vivre à ce moment-là donné, même si je comprenais la raison de la rupture. Et avec le temps, petit à petit, j'ai pris conscience que cette personne que j'ai rencontrée 1 an après ma grosse rupture amoureuse m'a fait prendre conscience que j'étais capable de tomber amoureuse de nouveau, d'aimer de nouveau, parce que cette personne, je l'ai aimée. Et du coup, la résilience a été là pour moi. C'est-à-dire que quand je pense à cette personne, je sais que c'est grâce à cette personne que j'ai su que j'étais capable d'aimer de nouveau. Mm. Et même là, quand je dis les paroles, j'en ai des frissons parce que c'est grâce à cette personne que que j'ai su que j'étais capable d'aimer de nouveau. Et après, petit à petit, les choses de la vie ont fait que j'ai rencontré quelqu'un d'autre
avec qui je suis actuellement. Et néanmoins, cette personne du mois de mars m'a permis vraiment de prendre conscience que je pouvais aimer de nouveau. Et ça je le répète, hein, parce que c'est vrai que quand on est dedans et qu'on est dans une rupture amoureuse, ben, on voit on voit toutes les émotions désagréables, tout ce qui est source de souffrance. Et il nous faut du temps pour pouvoir avoir cette résilience qui arrive petit à petit. Et quand je repense à cette personne, j'oublierai pas cette personne parce qu'elle a été celle qui m'a permis de prendre conscience que j'étais capable d'aimer de nouveau. Voilà ce que je voulais témoigner comme Ouais, c'est expérience ça. de mon côté. Mm. Ouais, malgré la difficulté, à un moment donné, tu t'as pu te dire, mais en fait, cette expérience-là, quand bien même elle me fait souffrir, elle me fait grandir. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est Donc, vrai que le sentiment n'hésitez pas à écrire un des commentaires si vous vous y retrouvez là-dessus, quand vraiment on pense qu'on n'est pas capable, qu'on veut plus aimer ou qu'on ne sera plus capable d'aimer ou d'avoir suffisamment encore d'amour à donner pour quelqu'un d'autre et que ça arrive. Ça, c'est un grand bonheur aussi parce que, comme quoi, le cœur, il a suffisamment encore. Donc, si jamais ça vous arrive d'avoir, voilà, le message que j'ai donné par rapport à ça, si ça vous arrive malheureusement d'avoir des ruptures amoureuses, vous êtes resté longtemps avec une personne, d'avoir ces pensées-là, dites-vous que votre cœur, il a suffisamment pour aimer de nouveau. Voilà la petite parole aussi que je voulais rajouter par rapport à cette expérience. ouais, c'est chouette. Ouais. C'est vrai, la résilience, c'est aussi ça, quelque part, la capacité à réactiver la joie, à pas rester Ouais, sur la douleur. Ouais. Et c'est tout à pour ça fait. que c'est ça, c'est vraiment transformer. C'est-à-dire, il s'agit, en fait, dans le traumatisme ou la blessure, c'est pas qu'on perd quelque chose. Comme je disais au début, c'est une énergie. Mm. Et c'est simplement la transformer, la sublimer. Et Ouais, tout donc, à fait. c'est ça. Il y a rien qui part, en fait. Quelqu'un peut, personne peut prendre l'amour qu'on a en nous. Mais Mm. voilà, c'est cette blessure qui, à un moment donné, prend toute la place et qu'on peut apprendre justement à transformer, à sublimer pour retrouver peut-être même encore plus fort cette source-là d'amour, quoi, pour soi, pour l'autre. Tout à Et fait. c'est merveilleux, ouais. Ouais. Ça me fait penser, alors pour parler d'expériences plus personnelles sur la Ouais. résilience, moi cette année, j'ai pas eu voilà, d'événements traumatiques, heureusement, mais j'ai perdu des personnes qui m'étaient chères. Mm. Voilà, donc c'est vrai que le deuil aussi demande une certaine forme de résilience pour justement pas rester dans la peine. Et c'était des personnes, pas de ma famille, mais des personnes des maîtres, en fait, des enseignants plutôt Ouais. spirituels. Donc, moi, j'étais pas, je peux parler par exemple de Thich Nhat Hanh, j'en ai parlé la dernière fois parce Mm. on avait fait un live juste après sa disparition. C'est pas quelqu'un de qui j'étais proche tous les jours, mais je l'avais rencontré régulièrement. Et voilà, le fait qu'il parte, ça a été difficile. Difficile. Et j'ai aussi une autre personne qui m'avait beaucoup inspirée, qui s'appelle le frère Antoine, qui est beaucoup moins célèbre, mais c'était un ermite qui habitait dans le rocher de Roquebrune-sur-Argent, c'est pas très loin de chez toi, Ouais. Oh oui, effectivement. et que j'allais voir très très souvent, et voilà, qui a quitté ce monde. Il était âgé, hein, il avait 96 ans. Ouais. Et ça a été, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Donc c'est vrai que dans la perte, on peut parfois se sentir amputé, ouais, de quelque chose. Mm. Et Effectivement. en même temps, bon, il y a toujours ce moment évidemment où on se sent triste, mais je sentais je sentais ce truc se transformer. Voilà, vraiment, c'était vraiment ça, cette peine qui à un moment donné me ramenait à tout l'amour de la relation avec eux, de tout Ouais. l'amour que Mm. j'ai pour eux, et qui était plus fort et voilà, je me suis dit, ben, en fait, mon job là, c'est de faire grandir toutes les qualités qu'ils ont semées en moi ou qu'ils ont fait Ouais. grandir. Et comme s'il y avait une continuité et que finalement rien n'était fini, c'est juste là aussi une transformation quelque part. Ouais. Oui, leur corps part et en même temps, rien n'est parti avec eux. Voilà, tout continue. Et je me disais, bah tiens, ça c'est aussi une forme de résilience Ouais. qu'on traverse tous d'une manière ou d'une autre. Dans les Effectivement. personnes que j'accompagne aussi, c'est le deuil, c'est un processus de résilience quelque part. Tout à fait, effectivement. Mm. Du coup, je rebondis à ce que tu dis. Bon, ça remonte à très loin, mais néanmoins, voilà, c'est comme tu parles de deuil. J'ai perdu il y a très très longtemps. J'avais 23 ans ma mère, et en fait, ça a été la seule fois dans ma vie où j'ai eu une grosse dépression.
Mais au début, j'ai été dans le déni pendant à peu près un an avant de rentrer en dépression. Et c'est vrai qu'avec du recul, bon après, bon bah, j'ai pu faire un travail sur moi, tout ça, j'ai pu accepter. C'est surtout ça le plus difficile, c'est accepter en fait la perte. Et après, par la suite, quand je vois tout le parcours de vie que j'ai eu, la résilience, elle est là aussi parce que je pense que le décès de ma mère m'a fait prendre conscience de l'importance de la vie en fait, l'importance de la vie et de faire des choses qu'on aime, de faire un travail qu'on aime, qu'on soit épanoui personnellement, professionnellement parlant. Et je pense, je ne le saurai jamais, mais néanmoins, je suis quand même assez persuadée que sa perte m'a permis vraiment de reprendre mes études, d'être psychologue, de faire un métier qui m'épanouit et d'être libre de faire mes choix, de respecter mes besoins, de me respecter moi-même. Et tout ce travail que j'ai fait, c'est suite à sa perte. Donc la résilience est là. Et puis après, effectivement, c'est une perte physique, mais dans le cœur, elle est toujours là. Et moi, je veux dire, dès que j'ai l'occasion de parler de ma mère, j'en parle toujours avec un grand plaisir. Et je la fais exister à travers moi, à travers mes mots, à travers mes souvenirs. Petit passage. Et là, ce soir, voilà, donc là, je suis émue d'en reparler aussi. Ben oui. On les perd jamais, Non, ouais, merci pour le partage. personne-là. C'est vrai, ouais, ouais, c'est bon. C'est ça, ouais. C'est beau aussi. C'est comme si finalement notre peine, c'était, on pouvait aussi le voir comme une grande preuve d'amour. Ouais. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça, c'est de changer à un moment donné la perception qu'on a d'une Ouais. situation qui permet d'y donner un tout autre sens. Quand on Mm. vit une situation difficile et qu'on n'arrive pas à s'en remettre, c'est que bien souvent, on reste un peu bloqué dans cette situation Mm. de victime passive quelque Mm. part. On se dit, bah, je mérite que ça. Et dans la résilience, il y a à un moment donné ce changement où on passe de l'autre côté. On se dit, en Ouais, fait, non, tout n'est pas une fatalité. Et je ne suis pas que cette blessure-là, je suis aussi autre chose. tout à Et fait. à partir de cette autre facette de ma personnalité, je peux poser un autre regard. Tu vois, c'est ça, c'est Mm. sortir de cette place de, 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 de victime pour aller prendre plus de poids, donner plus de poids à cette partie de nous qui peut regarder cette blessure autrement et du coup Autrement, la transformer. tout à Mm. fait. Voir sous un autre angle, voir cette Ouais, blessure sous un autre angle pour pouvoir la transformer et là, faire preuve de créativité, comme tu disais au début. ouais, Effectivement. c'est ça, donner du sens. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Je crois qu'on peut faire Est-ce ça que, avec tout en fait finalement. oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement, avec toutes les choses qu'on peut vivre. Après, c'est vrai que quand on est dedans, on peut pas. En fait, il faut accepter le temps. Il y a qu'avec le temps qu'on peut Mm. justement pouvoir changer de position. Après, ça peut être, comme tout à l'heure, tu parlais des femmes victimes de violences conjugales. Hein. À un moment donné, il y a un facteur déclenchant qui fait qu'une femme en a marre et elle dit stop. Souvent, c'est quand il y a des enfants. Donc, il y a toujours un moment donné où, quand on dit stop à quelque chose, c'est là où, justement, où on change d'angle pour voir les choses d'une autre façon. Et la résilience, elle a toute sa place avec la créativité, en fait. Ouais, Après, on ne sait jamais à quel moment il y a ce facteur déclenchant, mais à un moment donné, il arrive et il est propre à chacun. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent les deuils sont pas exactement les mêmes pour chaque personne. C'est souvent on me demande ça dure combien de temps un deuil. C'est une question où je sais pas ce que tu réponds toi, mais moi je dis toujours je peux pas vous donner quelque chose de bien précis, le nombre de mois, le nombre de jours et d'heures, c'est pas possible, c'est propre à chacun. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans. ouais, ouais. Il y a des questions où il n'y a pas de réponse en fait parce que chaque personne est unique. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu parles de patience, c'est tellement important Ouais, d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout et que notre process interne n'est pas de notre contrôle. Par contre, on peut mettre des choses en place et ça, c'est important de pas, ouais, pour pas justement rester dans cette position de victime, d'aller chercher de l'aide, de se faire entourer. Là, tu parlais des enfants qui parfois peuvent être ouais, un déclic. Quand on n'a pas d'enfants, ça peut être ouais, d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, de se faire aider, de se faire entourer des bonnes bonne personne, tout personnes à fait. qui vont nous encourager dans ce processus Mm, de résilience. Ça, c'est tout à très fait. important. C'est parce Ah que la oui, résilience, souvent, on peut l'imaginer comme une force innée. Oui, il y a des personnes
plus de force, de caractère à la naissance, certainement. Mais ça s'apprend. Je veux dire, la résilience, elle s'apprend et c'est une bonne nouvelle quand même. Et elle se cultive justement en allant chercher de l'aide. Parce que c'est pas tout seul qu'on y arrive, hein. On y arrive parce que d'autres Mm. personnes posent à un moment donné un regard différent d'une autre. Et D'une autre. mais oui, en fait, c'est vrai, c'est comme Mm. ça. Effectivement, c'est vrai que après il y a des tempéraments. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à déléguer, à accepter d'être aidées par d'autres personnes, en fait, que ce soit des thérapeutes ou autres, hein, qui veulent se débrouiller tout seuls et toutes seules. Donc, c'est aussi un travail sur eux aussi, justement, de pouvoir se dire qu'ils ont le droit aussi d'être épaulés, d'être aidés, d'être soutenus. Et ça aussi, c'est un autre processus que doivent faire ces personnes pour accepter, en fait, hein, de. Après, c'est vrai que quelque part, moi, j'ai beaucoup comment dire ça, je suis très impressionnée par les personnes qui veulent se débrouiller toutes seules, hein, parce qu'en fait, elles ont un combat à faire avec elles-mêmes, hein, donc c'est comme quand on a un challenge et qu'on veut aller au bout de notre objectif, on veut le faire tout seul ou toute seule et on va au bout et après on est fier de soi. Donc il y a des personnes que je rencontre qui ont ce besoin de se prouver à eux-mêmes, qui vont réussir à aller jusqu'au bout seuls. Même s'ils savent qu'ils peuvent avoir une béquille à côté, néanmoins, ils préfèrent faire le chemin seul. Donc, Mm. c'est beau parce que ça leur montre leur caractère, leur personnalité. Ils ont besoin de ça, en fait, Ouais, pour rebooster leur estime d'elles-mêmes, en fait. Donc, ça, c'est, ouais. Mm. C'est vrai, dans la résilience, ça parle beaucoup évidemment d'estime de soi. Parce que ce qui ouais, fait qu'on peut à un moment donné trouver la force pour aller au-delà, c'est ça, c'est de se dire non, mais j'en vaux la peine. Mais ouais, j'en vaux la peine et j'ai les ressources pour. Et tout donc à souvent, fait. les personnes résilientes qui ont déjà cette force-là en elles, elles peuvent avoir un peu d'humour, voilà, sur elles-mêmes. Et ça parle d'humilité quelque part aussi. Et, voilà, ça parle vraiment beaucoup d'estime de soi, ce qui semble paradoxal parce que tu dis, bah, quand tu es traumatisé, tu as une très faible estime de soi. Mais l'estime de soi, c'est pas juste un truc lié à un événement. Il y a une sorte de confiance qui, à un moment donné, prend le dessus, voilà, en se disant, bah, Ouais, je vais y arriver, ou un jour je m'en sortirai. Et ça, cette confiance-là, elle est importante aussi, ouais. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, du coup, tu as un autre exemple que tu veux transmettre aujourd'hui dans cette résilience? La résilience. Alors, j'hésitais à en parler, mais bon, c'est-à-dire que dans ma vie, j'arrive à un moment de ma vie où Ouais, il y a beaucoup de choses qui remontent, voilà, de mon histoire, de mon enfance. Certainement parce que j'arrive bientôt à la quarantaine. Et que, alors, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais ouais, il y a une sorte de. Tu vois, je me dis, bon, ça y est, je suis arrivée à la moitié quand même. Au moins, si tout va bien en tout cas. Et il y a une sorte de bilan évidemment qui se fait. Et je ne sais pas si c'est de la résilience, je le vois un peu comme ça quand même, où je sens que voilà, des pages se tournent, je sens que des événements du passé reviennent, des blessures d'enfance, et que j'arrive à poser un autre regard, mais que j'avais finalement jamais été capable de poser jusqu'à ouais, présent. Comme si je me rendais compte que là, je pouvais poser un regard avec beaucoup de douceur et comme si je pouvais envelopper cette partie-là de moi qui a été blessée. Et je trouve ça incroyable, en fait, cette capacité qu'on a tous finalement. Et c'est un peu ce que j'essaie aussi de transmettre dans les accompagnements que je fais. Cette capacité qu'on a tous de prendre soin de ses propres blessures, d'être son propre ouais. thérapeute quelque part. Et évidemment, je le savais comme ça, par les études, par les accompagnements, les expériences, mais là, je le vis encore plus intensément pour moi-même. Et voilà, c'est vraiment ce moment. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est lié à. Voilà, je vais passer 40 ans le mois prochain. Et je me suis dit, bon, allez, il est temps là quand même de passer à autre chose et de transformer tout ça. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont aussi dans ce passage de la quarantaine. De la Et, quarantaine. ouais, hommes et femmes confondus, les deux, Mm. qui à un moment donné voilà, me contactent en me disant bah,
j'en ai marre de vivre toujours les mêmes blessures. Je sens que là, j'arrive à 40 ans, il est temps de transformer tout ça. Ouais, oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est assez fréquent en fait. Hein. Ça peut être à la quarantaine, puis il y en a d'autres, c'est la cinquantaine, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de. Et puis quand on le vit soi-même aussi, c'est important effectivement, comme tu disais tout à l'heure, avec cette bienveillance qu'on a pour soi, hein, de s'envelopper de bienveillance et de travailler sur les blessures du passé. C'est vrai que quand ça revient, de faire une petite pause et de se faire ce travail d'introspection, bah, c'est Ouais. important aussi pour toi. Mm. Et de sentir que je peux prendre soin de ça. Et du coup, il y a Hmm. un sentiment de, je sais pas comment expliquer, de plénitude, Ouais. de satisfaction, où tu te dis, mais en fait, rien ne peut m'arriver. Je suis capable de prendre soin de tout ce qui se passe en moi. Ça ne veut pas dire que je suis complètement autonome et que j'ai besoin de personne, mais voilà, une sorte de force, de confiance. Ouais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le processus de résilience où tu te dis, non, mais ça va pas m'achever. J'ai toutes les Ouais. ressources pour transformer ça et prendre Tout soin à de ça. fait. Ouais, Quelque chose de très positif, effectivement, ce que tu dis. ouais. Après, je suis en train de penser à un deuxième élément que j'avais noté, en fait. Peut-être que tu vas pouvoir rebondir là-dessus aussi. Je voulais parler d'amitié, en fait. Parce que moi, je sais pas comment tu es toi. On est tous différents là-dessus. Moi, quand je donne, bon, en amour, je suis pareil, hein. Mais j'ai appris petit à petit à doser un petit peu en amour. Mais en amitié, j'ai fait des rencontres l'année dernière et moi, en fait, quand je suis bien avec quelqu'un, je donne mon cœur très rapidement. En fait, je suis dans cette intensité-là. Donc, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, comme tout. Et du coup, bah, j'ai eu aussi. Après, si tu veux, on pourra parler de ça aussi, parce que j'ai remarqué qu'on a des périodes dans l'année où il nous arrive plusieurs choses à la même période. C'est vrai que ça serait bien des fois une année où on est un peu de positif, un peu négatif, un peu positif, un peu négatif. Mais il y a des périodes, je sais pas toi, où ça s'accumule en fait les choses. D'un coup, il se passe beaucoup de choses. Et là, tu te dis, bon, c'est quand que le vent va tourner parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent en l'espace de peu de temps. Et en fait, dans la période où j'ai été déçue en amour, au mois de mars, j'ai été déçue aussi à peu près, hein, au niveau timing, c'est à peu près la même période en amitié. Du coup, je me suis posé des questions parce que je fais toujours ce travail d'introspection par rapport à ça sur moi. Et en fait, je suis arrivée à la finalité de me dire qu'en amitié, quand je rencontre des personnes, parce que je suis toujours en soif d'amitié en fait, j'ai toujours envie de rencontrer de nouvelles personnes, de construire de nouvelles amitiés. Ce qu'il y a, c'est que j'ai tendance à sauter les étapes. Maintenant, je me rends compte de plus en plus. C'est-à-dire, je suis bien avec quelqu'un, pour moi, ça devient très rapidement une amie. Alors qu'au début, c'est pas à pas, la construction se fait petit à petit, et c'est au fil des mois, au fil des années, on peut parler d'amitié profonde. Et Mm. moi, j'ai tendance à sauter cette étape, donc je vais très vite. Donc du coup, là, je me suis dit, pour les prochaines personnes qui vont rentrer dans ma vie en amitié, je vais d'abord les voir comme des relations sociales, ce qui est normal, avant petit à petit de foncer, de donner mon cœur. Parce que quand on donne son cœur, forcément, quand il y a un échec, pour différentes raisons, et qu'on voit plus la personne, bah, du coup, forcément, ça fait mal. Mm. Donc, il vaut mieux petit à petit, je sais pas si ça vous parle, les personnes qui êtes en train de nous écouter, c'est vrai qu'il vaut mieux doser, même si c'est pas évident quand on est dans l'intensité, il vaut mieux doser petit à petit, pas à pas, pour être sûr vraiment que la personne, bah, déjà, elle tient à vous, vraiment, qu'elle a envie d'être avec vous, non pas parce qu'elle est intéressée par différentes choses, mais simplement parce qu'elle apprécie votre personnalité totalement. Parce que si c'est pas le cas, un jour ou l'autre, elle partira si elle vous apprécie pas comme vous êtes. Donc c'est ce que ça m'a appris la résilience, ça a été le fait de me dire, ben voilà, la prochaine fois, j'ai eu des déceptions en amitié. La prochaine fois qu'il y a des personnes qui rentrent dans ma vie, je vais doser, je vais les voir comme des relations sociales avant de mettre l'étiquette de l'amitié. Et c'est ce Mm. que la résilience, je l'ai vu dans ce domaine-là, si tu veux, en Mm. voyant le positif. Parce qu'à un moment donné, si on continue à refaire les mêmes erreurs, eh ben, malheureusement, on va continuer à être déçu par certaines personnes qu'on va rencontrer. Tandis que si on dose, bah, du coup, on va moins avoir mal, on va moins facilement toucher son cœur et ça sera quand même plus gérable si jamais bah, la personne, c'est pas une personne qui va rester sur de long terme dans nos vies. Oui, oui, c'est pas évident ça de savoir doser. Ouais, Je pense que ça veut dire doser, doser par rapport à quoi? En fait, c'est doser par rapport à l'autre, par rapport à la relation, et pas juste par rapport à un élan spontané ouais, qui est fort. C'est ça, c'est d'arriver à déplacer aussi son écoute.
il y a son élan, et puis en même temps, il y a là où en est l'autre, la capacité à l'autre de recevoir ça et d'en prendre soin. C'est ça. Ouais, Et quand on écoute seulement cet élan-là et qu'on ne prend pas forcément en considération que l'autre n'est pas forcément en capacité d'accueillir ça et d'en prendre soin, bah, on se fait parfois mal, effectivement. Donc, effectivement. Mhm. c'est ça. Et c'est tout l'art et en même temps la subtilité des relations. C'est que Ouais, ça parle pas que de toi ou que de l'autre, ça parle des deux, quoi. Et il y a les deux à prendre en compte. C'est pas évident, surtout, alors là, tu parles de l'amitié, mais en amour, en relation amoureuse, j'imagine que c'est encore plus fort parce que là, la passion amoureuse, parfois, ouais. est débordante. C'est difficile de contrôler ça. Ouais. C'est vrai que je sais pas toi ce que tu conseilles. Moi, c'est vrai que de mon côté, en fait, je dis à dans mon travail professionnel, hein, je suggère que d'emblée, dans les relations, amour ou amitié, il faut pas essayer il faut se montrer tel quel en fait, parce que souvent au début, on a cette tendance à montrer certaines facettes de notre identité, mais pas totalement, par crainte d'être peut-être rejeté ou potentiellement pas aimé du tout, pas accepté. Je pense que, au contraire, il vaut mieux d'emblée montrer qui vous êtes, d'emblée, tous vos traits de caractère. Parce que comme ça, au moins, vous êtes sûr que si la personne, elle vous apprécie pas, il vaut mieux qu'elle parte au début, qu'elle reste quelque temps, que vous vous attachiez pour rien, en fait. Parce que quand on est comme ça, qu'on donne spontanément, c'est qu'on est dans cette intensité. Ce sont souvent les gens qui sont très généreux en amour. Donc, il vaut mieux d'emblée vous montrer qui vous êtes. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Et si la personne elle vous accepte comme vous êtes, elle vous accepte et pas avec le temps, elle va vous aimer comme vous êtes, vous allez savoir assez rapidement. Parce qu'assez rapidement, si vous montrez tel que vous êtes, soit ça passe, soit ça passe pas. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est mieux d'être totalement soi-même du début, Authentique, oui. Ben, c'est surtout authentique. que on se fait du mal à essayer d'être quelqu'un d'autre. Hmm. Déjà, c'est un effort. Et puis, ça se sent, tout simplement. Vraiment, Hmm. quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, ou qu'on essaie de jouer un rôle, ou de masquer des choses, ça se sent tellement Tout à fait. Hmm. finalement, on berne l'autre et on se berne soi-même pour pas grand-chose. Ouais, se faire confiance, c'est ça, comme tu dis, être authentique. Et, c'est-à-dire ne pas avoir peur de la réaction de l'autre. Si l'autre si vous ne convenez pas à l'autre, bah, ça parle pas de vous, ça parle de l'autre. C'est ça. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Mais pour ça, il faut, évidemment, ça parle encore de la estime de soi. Il faut sentir que Ouais. on est capable, que je suis en capacité de recevoir le rejet de l'autre, que ça va pas m'affecter, que ça va pas m'effondrer, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est un travail évidemment à faire, mais qui est en fait indispensable pour vivre une vie pleine, authentique, être vraiment soi-même. C'est ça, c'est ne pas avoir peur du regard de l'autre. En même temps, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et, et ne pas considérer l'autre. C'est un juste milieu, voilà. Mais c'est ne pas se sentir complètement effondré ou complètement Ouais. dépendant Hmm. du regard de l'autre. Mais plutôt apprendre à, à poser un regard bienveillant de soi à soi. C'est ça, en fait. Il n'y a rien d'autre Tout à que ça. fait. C'est assez important ce regard bienveillant. Et puis c'est vrai que après dans les relations, comme tout à l'heure je disais, pour éviter effectivement, et comme tu disais aussi, hein, je veux dire pour éviter d'avoir mal, il vaut mieux d'emblée se montrer authentique. Et puis en acceptant, oui, que d'être rejeté, ça peut arriver en étant authentique. Et ça ne veut Mm. pas dire pour autant qu'on est une mauvaise personne. Mm. On est une bonne personne, mais l'autre ne nous apprécie pas. Il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un, euh, on peut aimer quelqu'un d'un amour inconditionnel. Bon, ça n'existe pas à 150%, mais c'est pour montrer l'intensité en fait. Si une personne a décidé de moins vous aimer, de plus vous aimer, de vous tromper, quoi que vous fassiez, si vous vous donnez même à 150, 200%, même si c'est pas possible de se donner à 200%, mais dans l'intensité, c'est tellement énorme qu'il y a une sacrée différence entre l'autre et soi. Si l'autre a décidé de vous faire du mal, de vous quitter, d'être infidèle, elle le fera dans tous les cas. Donc pourquoi donner autant? C'est Mm. une bonne question, ça. Il vaut mieux essayer vous êtes authentique, effectivement. Ça, c'est une chose. Être dans l'intensité, c'est une chose aussi. Néanmoins, quand vous sentez que vous donnez trop en amour, en amitié, descendez l'échelle tout simplement. Voilà. Laissez l'autre revenir pour avoir de nouveau un petit équilibre. Même si c'est vrai que les gens qui sont dans l'intensité, généralement, ils y retournent parce que c'est naturel.
Le tout, c'est de faire des petites pauses. Quand vous sentez que vous êtes dans le trop pendant trop longtemps, redescendez, laissez l'autre venir en amour, en amitié, comme les vagues émotionnelles, en fait. C'est souvent ce que je conseille aux personnes, parce que tout à l'heure, tu le disais, c'est vrai que quand on est dans l'intensité, comment ne plus être dans l'intensité quand ça fait partie de nos traits de caractère, c'est très difficile. Donc ça, c'est ce que je propose, en fait. C'est être toujours dans l'intensité, mais descendre par moment, remonter, descendre, remonter, pour avoir cet équilibre de cette façon-là avec l'autre. Oui, oui. Et puis d'investiguer cette, ce débordement là d'affection qu'on a envie de donner à l'autre et essayer de voir c'est intéressant aussi d'explorer ça. Est-ce Ouais. qu'il y a une attente derrière? Est-ce que c'est tout donné pour être sûr que l'autre soit comblé, qu'il n'aille pas voir ailleurs? Ou est-ce Mm. que c'est tout donné par peur qu'il vous abandonne? Ou est-ce que c'est juste un élan sans attente et c'est OK? Ouais. Donc Mm. voilà, toujours investiguer un petit peu aussi pourquoi il Tout y à a fait. cet élan-là qui peut être parfois démesuré par rapport à l'autre. Ouais. Et oui, et puis des fois, ça peut faire peur aussi à l'autre, cette intensité-là aussi. Bah, carrément. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que c'est important de savoir pourquoi il y a cette intensité. Est-ce que c'est simplement naturel ou si c'est par crainte de, voilà, ou pour se rassurer de si je donne ça dans ce domaine-là, je suis sûre que la personne, elle restera fidèle ou, voilà, ou d'autres choses. Effectivement, se questionner par rapport à ça, c'est important de. Et puis communiquer aussi. C'est-à-dire, Hmm. alors ça c'est l'étape suivante, quand on a fait un travail sur soi, qu'on est à peu près au clair sur ce qui se passe, c'est de pouvoir aussi le communiquer à l'autre en disant, ben, je sens bien que j'ai envie de donner beaucoup dans cette relation et en même temps je sens que ça te met un petit peu à distance. Voilà, est-ce que ce que je sens, est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce que tu peux en dire? Voilà, ouvrir le dialogue aussi là-dessus. Hmm. Parce Tout que, à fait. encore une fois, pour pas gérer ça tout seul ou toute seule. Mais Ouais. justement, de le mettre au cœur de la relation pour que ça soit un matériau à travailler et qui fait justement grandir la relation et l'un et l'autre. Tout à Le fait de fait. pouvoir communiquer, ouais. Cette communication, c'est vrai qu'elle est importante. Est-ce que tu aurais un troisième élément que tu voudrais transmettre ce soir dans cette résilience ou un Hmm, conseil ou autre chose? un conseil, ouais. Alors je suis pas experte en conseil, mais ce qui me semble important, en tout cas pour moi, dans la résilience, et j'ai l'impression que c'est vraiment aussi très transversal dans tous les accompagnements que je propose, aussi à travers le programme Bien avec soi, que je propose sur 3 mois, qui permet vraiment de développer cette écoute de soi, ce regard bienveillant sur ce qu'on Hmm. traverse. Voilà, ça vient là en ce moment aussi pour moi, donc Ouais. je traverse aussi ça, mais ça me semble vraiment une fondation tellement importante pour pouvoir traverser, quels que soient les obstacles. Voilà, on parle de résilience ordinaire, la capacité simplement à aller puiser ses propres ressources pour pouvoir avancer et continuer de se projeter, de créer sa vie. C'est ce que Carl Rogers appelait la, la tendance actualisante. Il donnait cette image-là de la pomme de terre qui, Ouais. quand bien même elle reste dans l'obscurité, elle va toujours chercher à germer. Et c'est ça aussi la nature humaine. C'est-à-dire qu'on a toujours Hmm. en nous cette tendance actualisante, cette tendance à s'actualiser, à se transformer, à chercher la vie, même à travers les obstacles. Ou alors il y a cette image de l'arbre qui, quand bien même il y a un obstacle, qui va continuer à pousser, peut-être comme ça, peut-être il sera tordu, Ouais. mais il va Ouais. pousser. Hmm. Ça, c'est sûr. Ouais. Eh bien, c'est se connecter à ça, à cette tendance actualisante en nous, à cette force de vie. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on contourne les obstacles, plus que de se concentrer sur les obstacles. Ouais, Et que tout les à fait, changements, effectivement. finalement, ils prennent place naturellement si on se concentre là-dessus. Et je pense que c'est ça qui se passe dans la résilience quand on parle de cette Ouais. confiance. Mm. Et ça me fait penser à quand il y a des personnes qui ont, quand les premières fois où elles vivent des échecs, c'est quelque chose d'insurmontable. Je sais pas si tu connais, moi je dis souvent la phrase de David Laroche. J'ai beaucoup aimé cette phrase sur l'échec. Je la ressors à chaque fois que c'est possible. L'échec est un processus qui fait partie du cycle de la réussite. Je trouve que cette phrase, Mm. elle dit tout. C'est une très belle phrase.
Et c'est vrai que quand on est dans l'échec, faire ce travail d'introspection pour essayer si vraiment l'objectif qu'on veut atteindre, on veut quand même néanmoins réussir à l'atteindre, c'est trouver justement qu'est-ce qui a fait dans le cheminement qui n'a pas fonctionné pour atteindre cet objectif. Et du coup, persévérer là où il y a eu le souci, donc voir aussi, prendre du recul sur cet échec, ou le voir sous un autre angle, faire preuve aussi, comme je dis, de créativité et de résilience, du coup, pour justement creuser là où justement il a manqué quelque chose pour que la personne puisse rebondir et puis après réussir. Et souvent, c'est ce que je dis et c'est ce que j'ai par la suite avec les patients qui font ce cheminement-là. La réussite qu'ils ont à la fin est encore plus belle que celle qu'ils avaient espérée. Donc finalement, c'est tant mieux qu'il y ait eu cet échec. C'est voir aussi le mot en lui-même, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots. C'est comme avant, moi, je parlais souvent des émotions négatives et par la suite, j'ai changé ça parce que j'avais fait une formation avec Patricia Covella sur les émoticards et lui, il parlait d'émotions désagréables. Et j'ai trouvé que c'était quand même plus fun de parler d'émotions désagréables, surtout à des enfants, que d'émotions négatives. Et c'est vrai qu'il y a des mots comme ça, comme le mot échec en lui-même, il y a une connotation très négative. Et du coup, essayer de voir vraiment, associer quand même l'échec à quelque chose de positif, c'est déjà quand même accepter plus facilement cet échec. Parce que déjà, dans le mot en lui-même, voilà, c'est quelque chose de... Je sais pas si là-dessus, il y a des choses, toi, au niveau de la connotation des mots, c'est comme par exemple les gens qui vont dire, et moi aussi je le dis souvent je me rajuste, mais je le dis souvent, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. À un moment donné, je me dis, bon, arrête Anne-France, c'est bon, tu décides de, ça serait bien que tu fasses. Parce que du coup, forcément, mentalement, c'est beaucoup mieux. Parce que le il faut, Ouais. c'est une telle pression. Les mots ont un pouvoir, c'est vrai. Et ça, Hmm. c'est important, comme par exemple, plutôt que de dire je suis fatiguée, non, j'ai besoin de me reposer. Oui, voilà, Vraiment c'est quand transformer même les mieux. choses. Ça Hmm. veut dire, je ne me concentre pas sur l'échec, je me concentre sur la solution qui va permettre le mouvement. Tout à Donc, fait. donc plutôt que parler d'échec, peut-être d'obstacles, et Ouais, pouvoir justement trouver un autre chemin qui est certainement beaucoup plus intéressant finalement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut voir finalement les échecs comme quelque chose qui nous a servi. Plus que... tout à fait. Et c'est vrai que quelque part, quand on parle, comme je parlais d'échecs, c'est vrai que l'échec, c'est vrai que quand on vit des déceptions dans nos vies ou des moments difficiles, c'est en lien avec l'échec, mais néanmoins, ce sont ces moments-là donnés qui nous permettent de continuer ce travail d'introspection pour Ouais, comme dirait David Laroche, une meilleure version de nous-mêmes et que voilà, et comme tout le monde, hein, parce que c'est vrai que on se transforme sans arrêt, on s'en rend peut-être pas toujours compte. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps, comme toi, comme tu approches de 40 ans, c'est vrai que de faire un petit travail, un petit recul comme ça sur soi. Moi, je sais pas si toi tu suggères, je suggère à mes patients et patientes de de s'imaginer 10 ans auparavant et de voir tout ce qu'ils ont fait en chemin en 10 ans. Et c'est vrai qu'en faisant ce travail-là, les personnes gagnent énormément en estime et en confiance en eux parce que du coup, ils prennent conscience parce que malheureusement, le cerveau, il a tendance à retenir plus facilement ce qui est désagréable dans ce qu'on vit que ce qui est agréable. C'est bien dommage. Dommage. Et du coup, en fait, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte de retravailler notre mémoire pour que votre cerveau, il se rappelle que quand même, en 10 ans, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées où vous pouvez être fier et satisfait de vous. Et ça, c'est important, justement, de faire cette piqûre de rappel à votre cerveau pour qu'il vous rafraîchisse la mémoire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses positives qu'on fait sans s'en rendre vraiment compte parce qu'on est pris dans la vie, dans le rythme de la vie. Et c'est important, de temps en temps, de faire des petites pauses comme ça pour savoir un petit peu. ouais, pour justement pouvoir s'appuyer sur ces forces-là, sur Tout cette à force fait. Mhm. qui finalement était là pour pouvoir ensuite enfin, continuer dans ces mouvements-là. Mais oui. Tout à fait. C'est-à-dire, quand on est enfermé dans l'échec, il y a pas d'espace pour autre chose, alors que, il s'agit juste de déplacer son regard et de voir que finalement, bon, bah voilà, cet obstacle, il ouvre peut-être aussi d'autres chemins que j'aurais pas explorés autrement. Donc, c'est pas un échec, c'est juste, bon, bah là, ça passe pas, donc on va voir ailleurs, et puis on trouve, comme tu dis souvent, des choses beaucoup plus inattendu et inespéré que ce qu'on aurait pensé. Tout à Mais fait. c'est faire plus d'espace finalement, toujours chercher plus d'espace et ne pas s'arrêter à s'enfermer dans l'échec et l'image du coup qu'on a de soi dans l'échec. Tout à fait. Tout à Mm. fait. Et tout à l'heure, pour terminer là-dessus,
tout à l'heure, je t'avais dit, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, de notre karma. Enfin, je sais pas si vous pouvez parler de cette karma, ça dépend des personnes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments donnés où on a une vague émotionnelle vraiment de choses désagréables qu'on vit. Et puis après, de nouveau, il y a le soleil qui revient dans nos vies. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment donné, pour toi, en fait, hein, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une période comme ça, un peu chaotique dans notre vie, où on enchaîne des choses pas très fun, en fait. Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est-à-dire que tout, j'ai déjà eu hein, des périodes comme ça où les mêmes types de difficultés ou d'obstacles se présentaient. Et ça s'est arrêté à un moment donné où j'ai compris le message. Donc, c'est c'est pas. Pour moi, c'est simplement qu'à un moment donné, le cerveau, en plus, il fonctionne comme ça. Quand tu n'as pas réglé un problème, il continue, la pensée de ce problème-là revient toujours. Et ben, quand c'est pareil avec le développement personnel, quand il y a un moment donné, tu prends une direction et que tu te butes constamment, la vie t'envoie, ou en tout cas ton cerveau va voir tout ce qui t'empêche d'aller ailleurs pour te dire non mais là, bouge quoi. Et c'est à un moment donné où tu comprends le message et tu te dis bon ben là, et là la résilience rentre en jeu, tu te dis non mais là c'est bon, faut que ça change et tout. Donc quelque chose se met en place, se transforme et du coup la malédiction entre guillemets s'arrête. Mais bon, c'est pas une force magique, c'est juste à un moment donné bah, le cerveau qui a besoin de passer à autre chose et qui. Mais c'est comme euh, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans la blessure affective et Hmm. qui ont du mal à continuer à s'engager dans des relations et finalement comment, tant qu'on est qu'on s'identifie à cette place de je ne suis pas suffisamment aimable et on va m'abandonner, on va toujours chercher chez l'autre les signes qui vont faire que oui, cette personne va m'abandonner. Hmm. Mais en fait, c'est ton cerveau qui filtre ces informations-là. Jusqu'au Ouais. moment donné où tu comprends ça et tu te dis, mais en fait, ouais, j'ai cette douleur-là de l'abandon, je peux en prendre soin, voilà. Et à un moment donné, quand il n'y a plus cette peur d'être abandonné, tu vois plus ça. Tu cherches plus les preuves autour de toi qui vont te donner le Ouais. message que Hmm. tu n'es pas aimable et que tu vas être abandonné. Donc, tu vois, c'est Hmm. plutôt comme ça que je vois les choses. On peut parler de synchronicité, hein, mais Ouais. c'est, Ouais. c'est- c'est ça, ouais. En fait, je suis en train de penser dans la période, par rapport à ce que tu dis, dans la période où j'ai eu pas mal de choses en déception au niveau des liens sociaux, en fait, je me suis focalisée sur quelque chose parce que je savais qu'il fallait que je comprenne le sens de, de cette période un peu chaotique dans les liens sociaux. Néanmoins, j'ai été focus sur, parce qu'en parallèle, en activité, ce que j'appelle les activités bien-être, je fais du théâtre. Donc, je me suis concentrée sur le théâtre parce que j'avais une représentation au mois de juin. Il fallait vraiment que je progresse. Et j'avais la sensation depuis quelque temps de stagner un petit peu, de pas progresser dans mes scènes. Donc, je me suis défoulée durant le 2 mois et demi avant la représentation pour progresser au niveau du théâtre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup progressé. Ça a été une belle représentation. J'étais vraiment très, très contente de moi, même s'il y avait toujours ces déceptions qui étaient là. Néanmoins, le fait, en fait, de me concentrer sur autre chose, ça m'a permis quelque part de prendre du recul et après de mieux comprendre le message, en fait. Mhm. Alors, en même temps, je suis en train de faire des petits coucous parce qu'il y a des personnes qui arrivent. Alors, il y a des personnes qui arrivent, c'est bientôt fini. Alors, bon, bonsoir, mais c'est bientôt la fin du direct. Dans tous les cas, vous pouvez l'avoir en replay, le direct, pour les personnes qui viennent juste de me faire un petit coucou là maintenant. Oui, il y a mon frère qui vient de se connecter aussi, je vois. D'accord. Ah, c'est le coucou avec les petits cœurs? Et Non, coucou c'est pas ça. Rara, c'est mon diminutif. D'accord. D'accord. Bah, il pourra le regarder tranquillement en replay, ce direct. En tout cas, je te remercie beaucoup, hein, Rachel, pour ce direct. Hein. J'ai trouvé que ça a changé un petit peu des autres quarts d'un focus qu'on a fait. Et puis, avec plaisir d'en refaire un autre. Ouais. Voilà, tu me diras pour la prochaine fois si tu veux qu'on fasse dans le même concept d'une thématique spécifique. Hein, de cette façon-là, on pourra le faire avec grand plaisir. Ça marche, ouais, c'était un grand plaisir à chaque fois, Anne-France, pour moi, ces moments avec toi. Donc, quand tu veux, ouais. D'accord, plaisir partagé. Je te souhaite une bonne soirée à tout Merci. le monde.
Et À n'hésitez pas à bientôt. nous envoyer aussi des messages hein, si vous voulez qu'on fasse Mhm. des directs par la prochaine fois sur différentes thématiques. N'hésitez pas à toutes les deux à nous envoyer des messages privés. Hein, on répondra avec plaisir aussi. À Ouais, très bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.